Voilà, donc pour commencer, je voulais savoir si tu pouvais nous présenter jouer à Foodwatch France. Donc j'imagine qu'il y a Foodwatch autre qu'en France, qu'on doit être un des maillons de la chaîne. Est-ce que tu peux nous présenter l'ONG? Alors, Foodwatch France, effectivement, c'est le 3e bureau en Europe. Foodwatch a été créé à Berlin il y a un peu plus de 12 ans, au moment du scandale de la vache folle. C'est celui qui était le directeur de Greenpeace International, Thilo Baude, qui a décidé de créer cette ONG parce qu'il se rendait bien compte qu'au niveau européen, les citoyens et les consommateurs n'avaient pas du tout les infos qu'ils méritaient en ce qui concerne leur alimentation. Donc on a un bureau à Berlin. Quelques années plus tard, on a ouvert un bureau à Amsterdam, et Foodwatch France est le 3e bureau qu'on a ouvert, qu'on a lancé cette année en 2014. D'accord, donc concrètement, votre action, votre rôle, c'est quoi? Le but de Foodwatch, c'est de prendre la défense des consommateurs, mais sous l'angle politique. On s'est rendu compte que nos décideurs politiques, mais aussi les acteurs économiques, les entreprises, jouaient un rôle essentiel dans notre alimentation. Soit parce qu'ils votent des lois qui ne sont pas favorables aux consommateurs, soit parce qu'ils cachent un certain nombre d'informations, soit parce qu'ils ont recours à des pratiques abusives. Et donc le rôle de Foodwatch, c'est de braquer les projecteurs sur ces pratiques. Et notre mode d'action, c'est la mobilisation des consommateurs pour changer les choses. Et est-ce que tu crois que le fait de braquer les projecteurs sur certains manquements, ça suffit à faire réagir? Parce qu'on a des exemples au niveau politique de, bon, je ne citerai pas d'exemple, hein, mais de gens qui n'ont pas déclaré au fisc, etc. Bon, ça n'a pas fait changer les choses. Donc est-ce que le fait de braquer, de mettre en lumière des manquements, ça les résout, ça aide à les résoudre? Le fait de braquer les projecteurs sur les problèmes liés à l'alimentation et aux manquements concernant les droits des consommateurs en ce qui concerne leur alimentation, oui, a le mérite en tout cas d'attirer l'attention des décideurs politiques, et puis aussi d'augmenter la pression sur les entreprises, l'industrie agroalimentaire qui ne peut plus se cacher ou échapper à ses responsabilités. En informant les consommateurs, déjà, c'est un premier pas qui est fondamental. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que ça permet de changer les choses du jour au lendemain, mais notre expérience, et une dizaine d'années d'expérience nous le prouvent, la mobilisation des consommateurs au travers de nos pétitions permet d'amorcer un débat démocratique et permet que les politiques s'en saisissent afin de changer le système, surtout quand il est antidémocratique ou défavorable aux consommateurs. D'accord. Et bon, si tu me dis que Foodwatch, donc en Allemagne, il y avait déjà 12 ans d'existence, est-ce qu'il y a des choses concrètes qui se sont passées? Est-ce qu'il y a eu des résultats? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut expliquer? À titre d'exemple, en Allemagne, à force d'exercer une pression sur le gouvernement, parce que le gouvernement refusait de diffuser des informations sur les contrôles sanitaires, par exemple, le gouvernement a mis en place tout un système qui permettait aux citoyens d'avoir accès avec une plus grande transparence aux informations concernant des contrôles sanitaires. Donc, par exemple, ça c'est très très concret et c'est le fruit du travail de Foodwatch. Par ailleurs, à force de mettre pression sur certains fabricants et en ciblant particulièrement certains aliments, il y a pas mal de produits et d'entreprises qui ont changé leurs pratiques. Sur 10 entreprises visées en Allemagne, 4 d'entre elles ont réellement amorcé un changement. Soit ils ont retiré le produit du marché parce que vraiment il était trop abusif, soit ils ont changé l'étiquetage, soit ils ont changé la recette. Donc 4 sur 10, presque la moitié des produits ciblés par Foodwatch en Allemagne ont changé les choses suite à la pression des consommateurs. Donc c'est pas Foodwatch, c'est vraiment la mobilisation des gens derrière ça qui a mené à ces résultats. Quand tu parles de pression, est-ce que c'est, je dirais, bon, sur Internet, on a des centaines de pétitions qu'on signe. Est-ce que c'est uniquement la pétition ou est-ce que vous pouvez faire un appel à boycott, ce genre de choses? Parce que je pense que c'est plus efficace quand il y a effectivement une pression économique sur le fabricant. C'est vrai que l'appel au boycott, c'est quelque chose que les consommateurs nous renvoient comme alternative à nos pétitions. Depuis qu'on a lancé les actions de pétition sur Change en mai dernier, en ciblant les 5 produits les plus flagrants pour nous au niveau des erreurs légales, il y a beaucoup de gens qui nous parlent de l'appel au boycott.
Nous pensons que l'appel au boycott n'est pas une solution de fond. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une punition pour le consommateur, déjà, qui doit lui se discipliner à ne plus consommer tel produit ou à être beaucoup plus vigilant. Ça peut être une sanction économique, c'est vrai, pour le producteur, mais à long terme, ça ne réforme pas le système qui permet ces ruses légales qu'on dénonce avec cette première campagne. Sur le fond, ça ne change rien. Vous allez faire un effort, il va y avoir une sanction, mais très limitée dans le temps, certainement, parce qu'on sait que les boycotts ne sont pas infinis. Mais sur le fond, nous, ce qu'on veut, c'est changer le système politique qui permet ces abus. C'était un petit producteur qui travaillait la terre avec son cœur. Comme son grand-père agriculteur, il était fier sur son tracteur. Bonheur, bonheur, bonheur. Quand tu parles de ruse légale, par exemple, il y a quelques années, je crois, il a été voté pour le chocolat, par exemple, le fait de pouvoir introduire dans des produits bio un certain pourcentage de produits non bio. Donc finalement, c'est légal. Donc vous, votre rôle, c'est de lutter, par exemple, contre cette loi. Par exemple, de revenir à un étiquetage, chocolat bio, 0% de produits non bio. Alors le bio, c'est un domaine très très particulier. Il faut savoir que la législation concernant les aliments biologiques est discutée et décidée et coulée dans le marbre au niveau européen. Donc au niveau français, on a une très petite marge de manœuvre sur la législation qui régit les aliments bio. Nous, on ne travaille pas spécifiquement sur ce chocolat, la mention du chocolat biologique en particulier. Par contre, c'est vrai qu'on s'est intéressé au fait que même quand ils sont biologiques, certains produits, certains aliments induisent les consommateurs en erreur. C'est le cas notamment des yaourts vrais, arômes naturels fruits rouges, qu'on a ciblé avec une pétition qui a récolté plus de 33 000 signatures en un laps de temps très très court. C'est quoi le problème avec ce yaourt? Oui, ça, c'est la première campagne que vous avez initiée en France? La première campagne qu'on a lancée en France, elle s'appelle Ruse légale et elle cible 5 produits qui sont vraiment très flagrants pour nous, dans le sens où ils induisent les consommateurs sciemment en erreur et qu'il n'y a rien, aucun verrou législatif, aucune loi qui empêche ces pratiques abusives. Et donc c'est ça qu'on voudrait changer. Et les yaourts vrais, c'est un des produits qu'on a ciblé avec nos pétitions. C'est pas le tout premier, mais il fait partie de ces ruses légales. D'accord. Et donc, en l'occurrence, quelle était la ruse? Quelle est la ruse? Puisque c'est toujours d'actualité, je pense que le problème n'a pas encore été résolu. Non, le problème avec les yaourts vrais n'est pas encore résolu, mais c'est notre objectif, bien sûr, de faire pression sur le fabricant. En l'occurrence, c'est Tribal Royal, qui est un fabricant très très connu en France et qui est pionnier d'ailleurs du bio en France. Alors le problème avec ce yaourt, c'est qu'il s'appelle yaourt arôme naturel fruits rouges, que son emballage présente des généreux fruits rouges. En réalité, ce yaourt biologique, il ne contient pas de fruits du tout. Il n'y a pas de fruits, bien qu'il en présente sur l'emballage. Et en plus, l'arôme de fruits rouges, lui, n'est pas biologique. Donc en fait, l'emballage, même d'un yaourt biologique, induit en erreur. Et qu'est-ce que le consommateur peut faire pour dire « mais non, mais je ne suis pas d'accord, on me vend ça, et puis au final, je ne me retrouve pas avec ce qu'on m'a promis », il ne peut rien faire. C'est pour ça que Foodwatch mobilise les consommateurs pour changer ces pratiques et entamer un dialogue avec les fabricants en disant « dites, vous avez dépassé les bornes ». Mais en l'occurrence, tu parlais de ruse légale. Je veux dire, là, donc on a un produit qui est annoncé bio, avec des produits qui ne sont pas bio. Alors, est-ce que c'est une ruse légale ou c'est un manquement à la législation? Ah non, c'est pas du tout un manquement à la législation. C'est pour ça que c'est légal, en fait. Il se trouve que la législation permet aux fabricants bio d'induire le consommateur en erreur avec ses pratiques. Il permet à un fabricant de yaourt bio de recourir à un arôme qui est pas biologique. D'accord, donc je remets un peu ce que je disais par rapport au chocolat, c'est un peu le même problème. Il faut revenir au niveau européen pour dire, bon, un yaourt bio, ce sera 100% de composants bio. Oui, et c'est ce qui est intéressant. Effectivement, il faut bouger les choses au niveau européen. Et pourquoi cibler le fabricant des yaourts vrais? Eh bien, parce qu'en fait, non seulement il est pionnier de la législation au niveau français, mais ce fabricant a eu suffisamment de poids pour créer le syndicat des fabricants de produits transformés biologiques. Ce qui veut dire que lui aussi a un poids à l'échelle européenne. Donc, s'il montre l'exemple au niveau français, il peut aussi avoir une influence au niveau européen. D'accord. Et donc, en l'occurrence, quels sont les 4 autres produits qui sont sur la sellette? Le tout premier qu'on a ciblé et qui a mobilisé pas loin de 100 000 consommateurs en très très peu de temps, c'est un filet de dinde vendu sous la marque Repère, qui est la marque des supermarchés Leclerc. Alors,
qu'est-ce que c'est le produit avec ces filets de dinde, ce blanc de dinde Tradilège, eh bien, c'est que l'emballage présente en grand à l'avant du paquet une mention 100% filet. En réalité, ces tranches de blanc de dinde ne sont pas composées de 100% de viande. Il y en a seulement 84%. Le reste du produit, ce sont des algues et de l'eau. Ce qui veut dire que Leclerc a gonflé sa viande aux algues et à l'eau. C'est légal, c'est pour ça que c'est une ruse légale. N'empêche qu'il étiquette en grand 100% filet et permet comme ça d'induire le consommateur en erreur. C'est illégal, pourquoi ? Parce qu'en fait... ce genre de produit peut aisément descendre, s'il veut, jusqu'à 50% de viande de dinde. C'est écrit dans le fameux code de la dinde, rédigé par la filière dinde elle-même, et peut de la même façon étiqueter quand même son produit 100% filet. En l'occurrence, tu viens de dire que c'était édité par les fabricants de filets de dinde. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, ils sont jugés arbitres quelque part? C'est un petit peu comme ce qui se passe parfois, souvent les textes qui sont adoptés, c'est les lobbies qui écrivent les textes et puis les députés se contentent de signer sans savoir ce qu'ils signent. Ouais, effectivement, le texte relatif à la composition de ce genre de produit a été rédigé par la filière dinde et ces codes, ce qu'on appelle les codes de bonne pratique, sont validés par la DGCCRF, donc qui est la répression des fraudes qui dépend du ministère de l'économie. Cependant, il n'y a pas de contrôle parlementaire d'après nos informations. Donc en fait, ce sont des codes qui passent, j'ai presque envie de dire en douce, et qui s'imposent à tous les acteurs économiques. Ces codes s'imposent également aux petits producteurs locaux. Ils sont contraints de s'y soumettre. Et ce qui est terrible pour les consommateurs, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur le contenu de ces codes. N'empêche qu'ils décident de la composition de nos ingrédients, de nos aliments, et on ne peut rien y faire. C'est ce que Foodwatch dénonce. Donc en l'occurrence, vous êtes là pour faire, je dirais à la limite, vous faites le boulot des politiques en leur expliquant ce qu'ils ont raté et vous leur ouvrez les yeux, à condition qu'ils veulent bien les ouvrir aussi, parce que je pense qu'ils ne sont pas tous ouverts au discours. Effectivement, par cette campagne, nous voulons attirer l'attention des politiques en leur disant, dites, il y a un vrai problème ici, les consommateurs sont induits en erreur, et 2, complètement impuissants face au lobby de l'industrie agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que Foodwatch amorce le débat et les sollicite effectivement. D'accord, bon, si on peut finir peut-être un petit peu le tour de table pour les auditeurs, savoir un petit peu les produits qui sont ciblés. Je vois l'huile Puget. Alors l'huile Puget, en l'occurrence c'est une vinaigrette produite par Puget, qui est très célèbre pour son huile d'olive. Et sur l'étiquette on voit une mention en grand, huile d'olive, vinaigre balsamique et tomates séchées. En réalité, quand on regarde en tout petit la liste des ingrédients derrière, on se rend compte que cette vinaigrette qui arbore un grand logo Puget qui est reconnaissable immédiatement, quand on fait ses courses, on se dit « Ah tiens, Puget, huile d'olive, qualité, on y va ». Et en plus, c'est associé à un produit de qualité en général. De qualité, et en plus c'est très très cher. Au final, cette petite vinaigrette, si on rapporte son prix au litre, elle coûte aussi cher, voire un tout petit peu plus cher qu'une très bonne huile d'olive. Mais en réalité, cette vinaigrette, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'elle contient pas mal d'huile de colza, donc elle est diluée, pas mal d'eau. L'huile d'olive y est présente en toute petite quantité, le vinaigre balsamique également. Quant à la tomate séchée qui est présentée sur le visuel et qui est inscrite en grand à l'avant de l'emballage, il n'y a qu'un tout petit pourcent dedans. Le reste, ce sont plein d'ingrédients, de ce qu'on appelle les ingrédients de substitution pour faire illusion. Et bien sûr, les ingrédients de substitution très bon marché auxquels recourt Puget ne sont pas mentionnés à l'avant. Donc on paye très cher un produit qui en réalité est de très bon marché, puisque ce sont tous des ingrédients très bon marché. Et encore une fois, c'est légal. C'est légal, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, et c'est ce pourquoi Foodwatch se bat, il n'y a absolument aucune loi qui oblige les fabricants à mentionner à l'avant de l'emballage, donc sur l'étiquette, la vérité. Ils peuvent très bien mettre en avant des ingrédients qui sont présents en une infime quantité, par exemple 1%, ils peuvent l'écrire en grand, mettre des grandes photos de cet ingrédient alléchant et remplir les 99% d'autres d'ingrédients bon marché sans risquer la moindre sanction. C'est légal. Donc là, tu es en train de nous dire que la légalité, c'est du vol. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est du vol, puisqu'en fait, les ingrédients, même présents à hauteur de 1%, ils sont là. D'ailleurs, c'est très intéressant de constater, j'invite les auditeurs à le faire, de constater que les fabricants, quand on les sollicite, sont d'une extrême mauvaise foi. Sur le site de Foodwatch, vous trouverez les lettres
qu'on a envoyées aux fabricants en leur demandant de s'expliquer sur ces pratiques qu'on trouve malhonnêtes. Et on a publié leurs réponses qui sont souvent de très mauvaise foi ou qui nous servent une soupe, un discours très marketing. Oui, mais les choses ont bien changé. Le bonheur n'est plus dans le pré. Centrale d'achat, crédit agricole. Surendetté peut plus payer. Subventionné, v'là qui picole. L'accord de cool s'est flingué, y a personne pour pleurer. Donc si on finit le tour de table, si j'ose dire, des produits, qu'est-ce qu'on trouve encore? On trouve une soupe Maggi saveur à l'ancienne, bœuf carotte au vermicelle. Alors Maggi, il faut savoir que ce sont des soupes produites par Nestlé. Qu'est-ce qu'on constate? Cette soupe Maggi qui s'appelle bœuf carotte présente sur l'emballage un bon gros morceau de bœuf. Et en réalité, quand on regarde la liste des ingrédients, eh bien, en fait, il n'y a pas de viande de bœuf du tout dans le produit. Ça aussi. Ça c'est légal. Ça c'est légal. Pourquoi? En fait, quand on demande des explications à Nestlé et quand on regarde la composition, on s'aperçoit qu'il y a 1% de jus de cuisson de bœuf. Donc c'est même pas de la viande, c'est même pas un morceau de viande. Ils ont le droit d'appeler leur soupe bœuf carotte. Ils ont le droit de montrer un gros morceau de bœuf sur l'avant de l'emballage et ils n'ont pas visiblement d'obligation d'inclure dans le produit les ingrédients promis. Et ce qui est fou, c'est que Nestlé se défend en brandissant le code de la soupe. Quand on leur a demandé de s'expliquer sur ces pratiques, parce qu'en fait, il n'y a pas que bœuf carotte, il y a aussi bœuf tomate, il y a des pot-au-feu la truffe, c'est valable aussi. qui déclinent exactement la même chose. Et bien en fait, Nestlé nous brandit le fameux code de la soupe. Et qu'est-ce que c'est le code de la soupe? Et bien figurez-vous, quand on s'y intéresse un petit peu, le code de la soupe, c'est un code qui a été rédigé par tous les fabricants de soupe, le syndicat des fabricants de soupe, qui inclut bien sûr Nestlé, mais aussi Campbell Soup, Liebig, Knorr, vous les retrouvez tous dans ce syndicat, et ce sont eux qui ont rédigé le code de la soupe. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il faut dire que jusqu'en 2008, en France, on avait un décret qui régissait la fabrication de la soupe. Et ce décret a été abrogé article par article en 2008, donc sous le gouvernement précédent. Et qu'est-ce qui occupe la place législative, j'ai envie de dire, de la fabrication de la soupe? Eh bien, c'est désormais ce code de la soupe, qui n'est autre qu'un document d'autorégulation, puisque ce sont les fabricants eux-mêmes qui l'ont rédigé. Et ce qui est intéressant avec le décret qu'on avait autrefois sur la soupe, c'est qu'il y avait un article 5 très bénéfique aux consommateurs. L'article 5 de ce fameux décret disait qu'il était absolument interdit d'induire le consommateur en erreur, par le nom, par la représentation graphique, par l'emballage. Et bien sûr, les fabricants qui ont rédigé le code de la soupe, qui a remplacé ces décrets, se sont pas tiré une balle dans le pied, et ils ont bien sûr pas récupéré cet article qui leur était défavorable. Donc dans le code de la soupe, on ne retrouve plus cet article qui protégeait les consommateurs de ces pratiques abusives, et donc les fabricants sont désormais libres de faire ce qu'ils veulent, y compris de promettre du bœuf sans devoir le mettre dans l'emballage. Quand je pense qu'on s'attaque à l'homéopathie, on pourrait dire que c'est des soupes homéopathiques au bœuf. Écoutez, si vous voulez pas consommer trop de bœuf tout en achetant une soupe au bœuf, non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Là, vraiment, on se moque de nous. Ouais. Et donc le dernier, on a sur la sellette Monsieur Lustucru. Alors Lustucru, derrière ce nom qui sonne tellement italien c'est vrai, Lustucru. Lustucru, en fait, ça appartient à Ebro Food. C'est un groupe espagnol. C'est une mauvaise vanne sur Lustucru. Alors Lustucru, nous, ce qu'on a repéré, ce sont les tortellini jambon cru parmesan. Alors là, pareil, l'emballage, il présente du beau jambon cru, des feuilles de basilic, un gros morceau de parmesan. Et en réalité, si, ils y sont, bien sûr, les ingrédients, mais en infime quantité. En réalité, dans l'emballage, il y a surtout pas mal d'eau, de poitrine de porc qui est beaucoup moins alléchante que le beau jambon cru qui est présenté sur l'emballage. Le fameux parmesan là qu'on voit en très grand sur l'emballage et qui est mentionné dans le nom du produit, il est à hauteur de 2,8% des 48% de la farce du produit, donc une quantité extrêmement minime. Il y a des flocons de pommes de terre qui sont un très très bon produit de substitution pour faire croire qu'il y a plus de fromage ou pour gonfler la farce. En réalité, c'est une pratique très très courante chez Ebro Food. Il y a de la semoule de blé dur, toutes choses qui sont loin d'être enseignées à l'avant et qui sont censées faire
faire illusion. Et ce qui est super cynique, c'est que sur l'emballage, il est écrit que la farce est plus généreuse. Mais forcément, elle est plus généreuse, mais elle est surtout remplie de choses de qualité très très discutable, on va dire. Bon, ben, c'est pas très réjouissant tout ça. Donc bon, concrètement, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez lancé la campagne en même temps sur les 5 produits ou Non, on a lancé une pétition à la fois. Donc la première, c'était le filet de dinde Leclerc. Et ça a été très très intéressant de constater qu'en moins de 24 heures, il y a eu un tel nombre de signatures que même M. Leclerc a dû se fendre d'un billet sur son blog. Ouais, il a été piqué au vif à tel point que des grands médias économiques notamment ont constaté que l'action de Foodwatch et la mobilisation des consommateurs pour dénoncer ce genre de pratiques avait eu un effet quand même sur la popularité de Leclerc et aussi sur... avait eu un effet. Donc ça commence à bouger. Nos actions et le fait qu'on ait déjà rassemblé plus de 145 000 signatures sur ces 5 pétitions ont suscité l'intérêt des députés qui commencent aussi à voir un petit peu comment on pourrait améliorer les choses parce qu'au fond, les gens, les consommateurs sont aussi des électeurs, donc il faudrait peut-être voir améliorer les choses en leur faveur. Et les entreprises se rendent compte aussi qu'il faut nous prendre au sérieux, que nous sommes très très connus pour notre ténacité. Et les fabricants qui nous connaissent bien pour avoir subi nos actions dans les autres pays européens savent qu'on ira jusqu'au bout. Et en l'occurrence, quelle a été la réaction de M. Leclerc? La réaction de M. Leclerc, c'était un commentaire extrêmement méprisant. Il a insinué, quand on a lancé la pétition sur le blanc de dinde, on a diffusé une vidéo qui est sur notre site, mais aussi sur la pétition sur Change, une vidéo qui montre des consommateurs qu'on est allé interroger dans la rue. On a fait un micro-trottoir, on leur a présenté les emballages et on leur a demandé ce qu'ils en pensaient, s'ils s'attendaient à trouver 100% de viande. Et donc on a fait des interviews de vrais consommateurs et dans son billet, il a insinué que tout ça était un montage, que c'était pas vrai et que nos pratiques étaient très... visiblement, il n'a pas cru que les vrais consommateurs pouvaient s'indigner de ce genre de pratiques. Oui, donc ça revient un petit peu à ma question du début, est-ce qu'on peut réellement faire changer les choses ? Parce que j'imagine que si M. Leclerc agit comme ça, bon, son produit va rester en rayon. Et mon autre question, c'est que, bon, là, on a 5 produits devant nous, mais j'imagine qu'il y en a pléthore. Et donc, comment faire bouger les choses s'il n'y a pas une modification à la base de la réglementation? Parce que j'imagine que le fabricant Tradilège va pouvoir sortir un autre paquet complètement différent, mais qui va être une autre marque, à la limite un autre design, mais ce sera exactement la même chose. Donc, si à la base, c'est pas la législation qui change, je pense qu'on est amené à signer des pétitions jusqu'à notre enterrement. Effectivement, il faut que la législation change pour interdire ces pratiques abusives, ces façons d'étiqueter ou de présenter les produits qui induisent les consommateurs en erreur. Mais il faut aussi que l'industrie agroalimentaire comprenne qu'on n'est plus dupe. Et ça commence à être le cas lorsqu'ils constatent que la mobilisation est forte et que les gens sont absolument excédés. Il suffit de lire les commentaires sous les pétitions. Les gens, ils n'en peuvent plus qu'on se moque d'eux. Tout le monde galère à se nourrir décemment avec les conditions du pouvoir d'achat qui sont actuelles. Et c'est bien cynique que M. Leclerc il se présente comme le chantre du pouvoir d'achat, alors qu'on constate qu'effectivement, il propose des produits pas chers, mais il les gonfle à l'eau. Donc est-ce que c'est vraiment bénéfique pour les consommateurs? Donc oui, il faut que la législation change, mais il faut aussi que les producteurs, l'industrie agroalimentaire comprennent qu'on n'est plus dupes et fassent le pas pour regagner la confiance des consommateurs et continuer à vendre leurs produits comme autrefois. C'est la loi du marché, tu peux pas y échapper. C'est comme un train en marche et tu peux pas sauter, va falloir t'aligner. Enfin, sans me faire l'avocat du diable, je crois par exemple même savoir au niveau de la taxe, du bilan carbone, il était question à un moment de repérer les produits par classe de bilan carbone. Je veux dire, les fabricants sont toujours opposés à ça. En général, dès qu'il y a une avancée sur une transparence au niveau de l'étiquetage, c'est toujours un recul. Donc moi j'ai du mal à imaginer comment faire bouger des mastodontes comme Nestlé sur des choses comme ça. Nestlé, ils nous connaissent bien parce qu'on les a beaucoup ciblés en Allemagne, aux Pays-Bas et maintenant en France. Donc à un moment, je pense qu'ils vont sentir l'étau se resserrer. Ce qu'il faut vraiment, effectivement, c'est que les lois s'imposent. Tout ce qui est pratique
induites par des lobbies? Non, par leur bonne volonté, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques sur une base volontaire de l'industrie n'ont pas beaucoup de poids parce qu'effectivement c'est eux qui définissent les règles. Vous parlez de la base carbone, bon c'est pas un des chevaux de bataille de Foodwatch, mais effectivement quand c'est sur une base volontaire, ça ne tend pas à protéger les consommateurs, ça tend forcément à protéger les intérêts de ceux qui restent. Donc il faut des lois, il n'y a pas le choix, il faut interdire certaines pratiques et imposer aux industries des règles. Ça revient à dire qu'il faut imposer aux députés de faire leur boulot finalement, chose qu'ils font pratiquement aucun domaine, puisqu'on sait que même en sortant de l'agroalimentaire, ce sont les lobbies qui sont jugés partis dans plein de domaines. Donc ça veut dire que comment faire, puisque apparemment ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc on imagine mal déjà qu'ils disent qu'ils ont trop de boulot. Donc là, qui va faire les lois? Je veux dire, c'est tellement complexe que on voit la même chose au niveau pharmaceutique. La nocivité de produits, c'est l'industrie pharmaceutique qui édicte les normes de dangerosité. Donc à partir du moment où ils sont jugés partis, forcément il y a quelque part il y a un piège. Bah effectivement, oui, c'est plein de pièges. Mais le fait que le boulot ne soit pas fait par les politiques ne veut pas dire que c'est une fatalité et qu'il faut baisser les bras. C'est le boulot de Foodwatch de braquer les projecteurs sur ce genre de problème. Et avec la mobilisation des citoyens, nous on sait que ça bouge, on sait que ça peut bouger, notre expérience nous le prouve. Ça va mettre du temps, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais ça va forcément bouger. Les citoyens en ont marre. Et les entreprises, maintenant, commencent à payer le prix de la défiance des consommateurs. Donc ça doit bouger, il n'y a pas le choix. Nous, en tout cas, c'est notre objectif. D'accord. Bon, et on a parlé donc de Monsieur Leclerc. Est-ce que par rapport aux 4 autres produits, il y a eu des retours de la part des industriels? On a vu des fabricants tenter une vague défense en disant « oui, mais... on voit pas le problème, c'est légal. » Eh bien justement, c'est ça en fait. C'est ça le souci. C'est légal, mais c'est pas pour ça que c'est légitime. Et c'est bien là qu'on va continuer à dénoncer le problème et à pousser jusqu'à ce que ces pratiques deviennent illégales. Alors, moi, ça me fait penser à une chose, parce que justement, je discutais avec un ami là, hier qui est, lui, il consomme beaucoup d'OPC, appellation d'origine protégée. Bon, parce que là, c'est une garantie, effectivement, de composition. Alors, est-ce que la solution ne serait pas aussi de mettre en place d'autres produits qui obéiraient à un cahier des charges supérieur, et au moins le consommateur serait certain que ce qu'il mange, c'est ce qu'il y a dans le produit? Comment être certain? Ça, c'est la vraie question. Avec la multiplication des labels, des mentions, moi, je crois que le consommateur, il s'y perd. Oui, mais il y a certains labels qui sont reconnus pour être plus fiables. C'est un peu comme en bio. Je veux dire, des labels qui sont, paraît-il, plus tolérants que d'autres, etc. Donc, je reviens l'appellation d'origine protégée, ça, paraît-il que c'est meilleur que l'appellation d'origine contrôlée. Qu'est-ce qui est fiable? Nous, on a tendance à être très critiques et à tout questionner. Regardez les yaourts qui s'appellent yaourts biologiques. Est-ce que c'est encore fiable? Et pourtant, ça porte le label biologique. Donc, multiplier les labels, c'est pas à mon avis la solution. Donc une transparence sur l'étiquetage? Bah, la totale transparence, effectivement, c'est pourquoi on se bat. Ouais. La vérité et le droit à l'information des consommateurs quand les entreprises se cachent en nous servant un discours marketing derrière des excuses fallacieuses. Nous, on veut la vérité. Effectivement, les entreprises devraient être contraintes de donner l'information aux consommateurs qui la réclament, parce que tous, autant soit-il les 5 produits, là en l'occurrence, mais il y en a beaucoup d'autres, si vous allez visiter leur site, ils affirment qu'ils sont à la disposition des consommateurs, qu'on peut les solliciter pour des questions sur les produits, etc. En réalité, beaucoup d'entre eux se débinent, quoi. On le voit bien dans les lettres qu'ils nous ont envoyées. Ils se cachent et ils ne veulent pas dire la vérité. Et personne ne les contraint à dire la vérité. C'est une de nos missions, de les pousser à être plus honnêtes. Alors, il n'y a pas très longtemps, on a eu un scandale sur les raviolis qui n'étaient pas à la viande de bœuf, mais à la viande de cheval. Et est-ce que finalement, ce n'était pas légal? Est-ce qu'il y a par rapport aux raviolis, si on a un minimum de viande de bœuf, on a des raviolis au bœuf? Si, on avait des raviolis partiellement au bœuf, partiellement au cheval, qui étaient étiquetés bœuf.
Non, mais le problème là, on n'est pas dans le même cas de figure. Ce qui s'est passé avec la viande de cheval, c'est que c'était une vraie tromperie économique. Et là, avec les ruses légales, on n'est pas dans la tromperie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une tromperie économique. Au final, on se retrouve avec les ingrédients qui sont vantés à l'avant de l'emballage. Le problème, c'est qu'ils y sont en infime quantité. Donc on n'est pas dans le même cas de figure. Ce que Foodwatch dénonce avec le problème de la viande de cheval, c'est le fait que les distributeurs, vous savez, tous ces supermarchés qui vendent des produits sous la marque distributeur et qui potentiellement contenaient, ces produits contenaient de la viande de cheval à travers les lasagnes, des raviolis, peu importe. En fait, ces distributeurs ont pu, en toute impunité, échapper à leurs responsabilités. Il n'y en a aucun d'eux qui a dû prouver à l'égard des citoyens ou publiquement ou en toute transparence qu'ils avaient fait les contrôles nécessaires, qu'il n'y avait aucun souci dans leurs produits. Il n'y en a aucun d'eux qui a été sanctionné potentiellement pour avoir mis sur le marché, c'est-à-dire vendu à leurs consommateurs, des produits qui ne contenaient pas ce qui était indiqué sur leur emballage. Et eux, pour le coup, ils s'en sont sortis plutôt bien. C'est un scandale qu'on dénonce aussi. Ils n'ont pas dû, absolument pas dû, assumer la moindre responsabilité alors qu'ils ont certainement vendu des produits qui contenaient de la viande de cheval. Oui, là, pour faire un parallèle, c'est un peu le problème de la sous-traitance finalement. On sous-traite et oui, c'est pas moi, c'est le sous-traitant, c'est ce qui se passe dans plein d'activités. Ouais. C'est une excuse qu'on n'accepte pas. À partir du moment où eux mettent leur marque de distributeur sur un produit qu'ils vendent, ils sont censés être responsables quand même de ce qu'ils vendent. C'est la même chose avec les bactéries potentiellement dangereuses pour la santé, etc. Ils sont responsables. Et là, en France, en l'occurrence, comme en Allemagne d'ailleurs, ils ont tous échappé à ces responsabilités. C'est un vrai scandale. Et tel que la loi a été faite, puisque quand même, il y a eu une loi de la consommation qui a renforcé les sanctions suite à ce scandale de la viande de cheval, qui est une bonne chose, mais telle qu'elle a été faite, cette nouvelle loi, en fait, elle ne nous protège pas d'un deuxième cas de figure identique. Il pourrait y avoir un nouveau scandale, en fait, les distributeurs s'en sortiraient tout aussi bien. Tu me disais qu'en Allemagne ça avait bougé, donc depuis 12 ans, mais si ça bouge pas au niveau européen, comment ça peut bouger en Allemagne? Je veux dire, est-ce qu'il y a... Parce que les produits sont les mêmes. Donc s'il n'y a pas de modification au niveau de l'étiquetage au niveau européen, je pense qu'en Allemagne ça ne va pas changer non plus. En fait, ce qui est intéressant avec Foodwatch, c'est le fait d'être présent déjà dans 3 pays européens va augmenter la pression au niveau des décideurs politiques à Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on devient beaucoup plus représentatif des consommateurs européens. Et si les voix s'élèvent dans 3 pays, qui sont 3 pays où il y a quand même énormément de parlementaires européens pour représenter ces consommateurs, ça augmente le poids dans les négociations. En tout cas, ça a le mérite de mettre des choses sur la table qui sont beaucoup plus représentatives. Et à terme, Foodwatch sera présent dans d'autres pays européens où il y a énormément de parlementaires également présents à Bruxelles, pour augmenter encore la pression. Donc effectivement, le but, c'est de faire bouger les choses au niveau national, par des bonnes pratiques, par des législations pionnières, qui vont avoir une répercussion forcément au niveau européen. Donc c'est ça le... Et au niveau européen, en termes de personnes, Foodwatch, c'est quel poids? C'est combien de personnes? On a un bureau à Berlin, Amsterdam, à Paris. On se rend fréquemment à Bruxelles, mais on n'a pas de bureau permanent à Bruxelles. Donc en fait, l'action européenne est coordonnée entre nos 3 pays. Est-ce qu'on peut envisager qu'à terme, vous ayez un bureau à Bruxelles? Je ne vais pas m'avancer sur ça, parce que ça, c'est une décision. Ce serait quelque chose un pas en avant, je pense. On est présent à Bruxelles. Sur les grands débats, on y est. On l'a été notamment au moment des feux tricolores qui ont été discutés, qui ne sont pas passés pour une histoire de majorité au dernier moment, mais on est là sur les grands sujets. Effectivement, l'étiquetage, ça se passe à Bruxelles. La question de la transparence sur la présence, par exemple, d'OGM dans les aliments qui nourrissent le bétail, la traçabilité de nos produits, etc. Tout ça se décide à l'Europe. D'accord, et donc si on veut vous retrouver, c'est sur Internet ? Oui, vous nous trouvez sur Internet, et le site Internet n'est pas aussi mis à jour que peut-être les réseaux sociaux, donc inscrivez-vous à la newsletter sur le site de foodwatch.fr, et puis et là du coup vous serez informé en temps réel de tout ce qui bouge, parce que ça bouge, ça commence à bouger. Et sur les réseaux sociaux, on peut également vous trouver ? Oui, vous cherchez Foodwatch France sur Twitter ou Facebook. Je pense qu'on mettra, de toute façon, on mettra le lien en ligne sur le site de la radio. Eh bien, merci. Merci. Et à bientôt. C'était un petit commerçant
souriait à ses clients.